vraiment solutions de paiement pour adresser l'ensemble des besoins des populations et bien entendu renforcer le maillage des commerçants acceptants, aussi bien pour la carte bancaire, mais également pour donc des paiements digitaux et des solutions de terminaux Android ou un smartphone répondent parfaitement à ces besoins d'évolution. Un des points également essentiels que l'on voit de plus en plus se développer, je crois que Valentin en parlera aussi de manière plus détaillée, c'est l'interopérabilité. Alors, on voit dans certains pays des solutions de mobile money qui se développent, mais qui ne sont pas interopérables entre elles, et donc qui limitent peut-être l'usage et Je crois qu'on ne vous entend plus, Michael. Monsieur Michael, on ne vous entend plus. Monsieur Michael, on ne vous entend plus. Merci de réactiver votre micro. Pardon, Monsieur Nassel, on ne vous entend plus. Andrea, si tu peux rebondir, s'il te plaît. Oui, comme je voyais que tu étais en train d'œuvrer. Michael, vous pouvez retenter de vous connecter, s'il vous plaît. Bon, alors dans l'attente, je vous propose d'enchaîner avec la question suivante qui est toujours sur le thème des innovations. Donc, vous ne serez pas dépaysés. Donc, ma question porte sur les innovations qui seraient porteuses justement pour accélérer le cashless sur le continent africain. Et en l'occurrence, on a eu l'occasion de parler de mobile payment et puis bien évidemment d'offres pléthoriques en termes d'outils servant à effectuer des transactions. Il y a néanmoins une innovation qui n'a pas encore été mentionnée, c'est l'instant payment qui est pourtant déjà une réalité en Afrique et par exemple au Kenya avec l'offre Pesalink. Donc, ma question est pour Monsieur Valentin Mbozo. Quelles sont, d'après vous, les innovations qui sont porteuses pour le développement du cashless en Afrique et dans quelle mesure l'instant payment peut constituer un instrument porteur dans ce domaine? L'instant payment. Oui. Regret pour le micro qui déconne pour Michael. Les innovations en Afrique, si j'en prends un peu l'exemple que vous venez de citer avec le Kenya, ou même nous ici dans la CEMAC, c'est à notre avis des innovations qui vont digitaliser la chaîne de paiement. Parce que Michael disait tout à l'heure là qu'il y a des mosaïques de paiement. Bon, alors dans ces mosaïques-là, quand ce n'est pas la chaîne de paiement qui est digitalisée, il y a un problème. Parce que quelqu'un qui a une carte bancaire, au lieu d'aller payer directement chez le commerçant, va d'abord retirer du cash dans un distributeur automatique avant d'aller repayer. Bon, il y a des salariés, lorsque les salaires arrivent, ils tirent tout leur argent du cash. Triompher en Afrique porteront sur des réflexions qui digitalisent toute la chaîne de paiement. Et nous, ici, dans la zone CEMAC, la réflexion qui a été menée a été que face à ces mosaïques de paiement, cartes, mobiles, transfert d'argent, fintech, parce qu'il y a des fintech qui se développent et qui font de belles petites choses dans le paiement aussi. Comment on peut rapprocher tout cela aux populations de manière non distinguable? Et nous avons pensé que la première innovation par rapport à notre zone, ça a été l'interopérabilité intégrale.
Donc, on va faire en sorte que l'utilisateur n'ait plus trop de soucis, quel que soit l'instrument de paiement qu'il a, il peut faire ces paiements, ces transferts, virer dans un compte bancaire, peut-être virer sur un compte mobile. Et je vous disais tantôt que même les comptes mobiles, ça va cesser d'exister en tant que compte mobile. Ça va être comme des comptes bancaires supervisés par le superviseur, la commission bancaire, au même titre que la banque. Donc maintenant, moi je pense que la principale innovation, c'est de faciliter la tâche à l'utilisateur. Surtout que la majorité des utilisateurs africains, c'est des utilisateurs d'un certain genre. Ils sont des gens de l'informel, c'est des gens qui font du petit commerce au quotidien. Ils n'ont pas des moyens infrastructurels du genre déployer des TPE à l'ancienne, etc. Et c'est pour cela que je rejoins Michael sur le QR code, qui va être une innovation que nous avons déjà mis en œuvre de notre côté pour l'avenir, pour alléger l'acquisition. Tout ce qui va alléger l'acquisition, rendre facile le paiement, sans des taxes très alourdies, sans des complications pour le commerçant qui échappe quand même ou bien se met dans les fourches des impôts et du fisc, parce que vous savez, les commerçants, ils redoutent ce volet-là. Donc, il faut leur faciliter. Si on veut pousser le cashless, il faut réfléchir à plus haut que c'est même la logistique. Parce que quand on parlait de e-commerce tout à l'heure, bon, le problème du e-commerce en Afrique en ce moment, c'est que en général, la plupart des villes ne sont pas tracées. On ne sait pas qu'on va à l'adresse telle, etc. Bon, peut-être qu'on dit, vous verrez d'abord en premier de la cartographie de la cité qui sont très difficiles à respecter. Les infrastructures routières sont encore aléatoires, etc. Donc, il faut réfléchir, il faut une réflexion globale par rapport à tout cet environnement pour pouvoir donc amener l'utilisateur du cash, qui utilisait le cash très facilement sans tous ces handicaps que je viens d'évoquer, à passer au cashless. Et évidemment aussi, on peut parler de quelques innovations technologiques. J'ai parlé du QR code, j'ai parlé du paiement en ligne, du paiement à distance. Et j'en reviens sur le contactless card pour dire à Samy que dans des environnements où les points d'acceptation sont rares, où au besoin ou bien au contexte. Et évidemment, même aussi, bon, il y a un débat de notre côté où on dit que le contactless, ce n'est pas quand même à moins d'un mètre de l'autre personne qui est du commerçant. Donc, est-ce que c'est vraiment une mesure de distanciation sociale? Bon, moi, je dirais que dans nos environnements, le contactless a été vu comme le paiement par mobile. Les utilities, l'eau, l'électricité. Et je vous assure, si vous payez votre eau par mobile et que vous vous déplacez pour aller payer votre eau auprès de temps, de kilomètres à faire, etc. Donc, c'est des choses où les populations ont envie de palper très rapidement les gains et les bénéfices et évidemment répondre aux contraintes maintenant du Covid-19. Et là, je pense que le Covid-19 est venu à point nommé pour vraiment donner un coup de fouet parce que je vois des gens, je reçois beaucoup de questions, des milliers de questions maintenant dans le style comment je peux acquérir un outil de paiement, etc. Comment je peux éviter le cash parce que c'est pas, surtout les billets de notre environnement se salissent très vite, ne sont pas de très grande qualité, etc., etc. Donc, j'ai parlé du e-paiement. Innovations, mais il faut éviter de les voir juxtaposées une à une. Il faut les intégrer dans un environnement. Absolument. Oui, c'est une évolution structurelle. Alors, on a perdu Vincent, je crois. Valentin, pardon. Allô? Allô, oui.
Je ne Vous attendais avez pas. perdu quelques instants, donc allez-y, vous pouvez reprendre. D'accord, non, je disais, si les innovations sont vues en silo, ça ne pourrait pas porter. Les innovations doivent être réfléchies, intégrant les logistiques, comme disait Samy tout à l'heure, il y a un moment, et évidemment, voyant les choses comme étant un tout, et surtout, accès à ces populations-là qui sont des populations anciennement exclues du monde de la banque. Voilà, je vous remercie. Tout à fait. Donc, si on recontextualise par rapport à tous les points que vous avez abordés, il faut bien prendre en compte le cashless dans une évolution donc économique, structurelle. Ce n'est pas juste un sujet technologique, il faut prendre en compte différentes considérations. Et justement, ça me permet d'évoluer vers la question suivante, qui est justement la place de l'utilisateur et la pédagogie qui doit être réalisée pour favoriser une adoption inclusive des outils électroniques dématérialisés, d'autant plus dans le contexte actuel, qui est un contexte de crise sanitaire. Donc, ma question est pour Samir Hamdan. D'après donc votre expertise sur la région du Maghreb et sur l'Afrique en général, quelles sont, d'après vous, les mesures qui sont à prendre pour accompagner les consommateurs finaux dans cette évolution vers des outils électroniques dématérialisés, et quels sont les acteurs, les typologies d'acteurs qui ont, d'après vous, un poids sur cette pédagogie qui doit être réalisée à l'attention des utilisateurs? Merci Andrea. Au fait, je pense que cette question d'inclusion, ou bien d'inclusivité, si vous voulez, donc des outils dématérialisés, en fait, on pourrait l'adresser sous deux angles principaux. Le premier, ça concerne donc le process d'enrôlement, ou bien le process d'inscription, et le deuxième concerne l'outil lui-même, ou bien la plateforme utilisée. D'accord. Donc, pour le volet relatif à l'enrôlement des utilisateurs, pour assurer cette inclusivité, disons, de l'outil, on devrait, en fait, c'est-à-dire procéder avec une approche multicanal. C'est-à-dire que le consommateur ne devrait pas être obligé à chercher à s'adapter aux contraintes du produit. En fait, il faut inverser donc disons, la réflexion, c'est le produit qui devrait lui permettre de s'enrôler d'une manière fluide et selon le canal qu'il choisit. Donc, c'est pas qu'on va poser à des populations, disons, dans des zones rurales, d'avoir et le smartphone et donc la connexion 3G, 4G, 5G. Et non, en fait, il faut que le produit s'adapte et il offre le canal d'enrôlement le plus adéquat donc, à leur situation. Et puis, dans certains cas, donc, l'enrôlement se fait de manière automatique. On parlait tout à l'heure donc de l'exemple donc des aides sociales. Pour cet exemple-là, ce sont les gouvernements qui se sont chargés de process d'enrôlement en amont pour qu'il y ait cette liste, ou bien cette base donc de personnes éligibles qui sont là, qui sont listées, qu'on connaît, et puis qui sont enrôlées dans la plateforme. Vient après donc le produit, bien la plateforme. Donc, l'un des aspects les plus importants du produit, ou bien d'un produit de paiement, au sens large, ce sont la user experience et la user interface. En fait, il faut que, afin de promouvoir l'utilisation des canaux digitaux, ou bien donc des outils cashless, le produit présenté devrait assurer un parcours client qui est simple. D'accord ? Intuitif et efficace. C'est-à-dire que le client, ou bien le consommateur, l'utilisateur ne doit pas chercher comment utiliser le produit doit être c'est-à-dire vraiment intuitif et puis répondant à ses besoins de manière claire et de manière directe. Et puis l'interface doit être aussi claire, elle doit fournir une information qui est claire, avec des choix pertinents même en termes de langage et en termes donc, de visuel. Même la charte graphique, elle est très très importante quand on parle d'outils. Et puis, il ne faut pas oublier que dans certains cas, le produit devrait se conformer à une réalité du marché, ou bien à une réalité du terrain. Je parlais tout à l'heure, par exemple, des populations qui sont défavorisées. Généralement, quand on parle d'inclusion financière, on parle des populations qui ne sont pas bancarisées. C'est qui cette population-là? C'est l'informel plus les populations donc, dans les zones rurales ou bien les populations défavorisées. Généralement, cette population-là n'a pas accès à la technologie. Donc, on ne parle pas de smartphone, on ne parle pas de connexion donc data. Donc, il faudrait offrir même à cette population-là donc l'outil et le canal qui est adéquat, parfois même en utilisant le SSD ou bien en utilisant la messagerie. Donc, il ne faut pas rester cloisonné. Le SMS banking ou le SSD répondent aussi à ces besoins-là. Exactement. Donc, il ne faut pas rester cloisonné et puis forcer l'utilisateur à adopter un certain produit et puis lui imposer ses contraintes. Il faut que, en
fait, il faut inverser dans la réflexion et qu'il faut que nous adaptions nos outils, nos offres, donc aux contraintes locales. En fait, juste pour conclure, à mon avis, le mot d'ordre pour assurer cette inclusion est d'offrir à chacun l'expérience de paiement qui répond à ses besoins et à ses contraintes. Donc, c'est la clé, à mon sens, pour l'inclusion. Très bien, merci pour cette réponse très claire. Donc aujourd'hui, quand on analyse finalement ce qui se passe au niveau de l'écosystème des paiements dans différentes régions du monde, on est confronté en fait à une volonté de co-construction puisque la plupart des régions et particulièrement en Europe ont créé des structures du type Comité national des paiements scripturaux en France. On a le même comité en Italie, on a aussi une organisation similaire au Portugal qui est un forum qui réunit finalement les acteurs de l'offre et de la demande pour réfléchir à toutes ces problématiques d'évolution des usages. Et justement, ça me permet d'enchaîner avec ma question suivante, qui est l'attention de Michael Nassiri. Quand on observe cette organisation, on peut s'interroger légitimement sur le rôle qui est à jouer en Afrique par les pouvoirs publics et également par les acteurs connexes ou les acteurs de la demande, comme par exemple les grandes entreprises ou encore les associations de consommateurs, qui sont des typologies d'acteurs qui interviennent dans différents pays européens sur la définition de la stratégie en matière de paiement. Donc en Afrique, quel serait d'après vous le poids et le rôle de ces typologies d'acteurs sur l'évolution des nouveaux moyens de paiement vers des instruments électroniques et plus généralement sur la définition de la stratégie en termes de moyens de paiement? Tout à fait. Alors, je peux vous parler du cas du Maroc qui est assez, enfin, en tout cas, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans d'autres pays. Le Maroc a mis en place une stratégie nationale d'inclusion financière qui est pilotée par les pouvoirs publics et autour donc on a un certain nombre de piliers qui ont été annoncés, qui sont pris en charge à la fois par la Banque centrale, mais également par l'ensemble des acteurs qui sont regroupés autour de l'association des professionnels de l'association professionnelle des établissements de paiement, dans laquelle on va retrouver donc des filiales de banques, des établissements de paiement, mais également des telcos, et donc ils réfléchissent justement à pérenniser et développer et réussir disons le lancement et la croissance du paiement mobile au Maroc. Donc, dans la stratégie nationale d'inclusion financière, le paiement mobile n'est qu'un des éléments, mais il y a différents autres piliers qui adressent à la fois les incentives et, disons, les aides et une fiscalité adaptée pour cette typologie de paiement, mais il y a également tous les efforts qui ont été faits et qui sont pilotés notamment par le régulateur, tous les efforts qui sont faits pour renforcer les infrastructures de paiement avec la mise en place d'un switch national de paiement mobile, etc. Au-delà de ces acteurs qui sont les acteurs, disons, naturels lorsqu'on parle de paiement, la stratégie nationale d'inclusion financière a également invité autour de la table les donneurs d'ordre, donc les grands remettants que sont les caisses nationales de sécurité sociale, mais également les opérateurs de FMCG, donc tous ceux qui livrent, les petits commerces en biens de consommation courante. Et donc, une réflexion globale et des projets qui sont pilotés par les pouvoirs publics sont en train d'être mis en place. Il est clair que depuis que la situation sanitaire s'est dégradée, on sent qu'il y a une accélération et un regain d'intérêt et donc une nouvelle dynamique qui permet d'accélérer ces différents projets. Parmi eux, il y a la digitalisation des services publics et donc des services e-gov. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre d'administrations qui sont en train de digitaliser leurs services pour éviter de recevoir des gens, pour éviter d'être réglés en cash. Donc, il y a toute une dynamique aujourd'hui qui réunit à la fois les pouvoirs publics, donc l'exécutif à travers le ministère de l'économie et des finances, le ministère du commerce et de l'industrie, le régulateur, donc, qui est la Banque centrale, les acteurs telco et établissements de paiement, et les grands donneurs d'ordre qui sont en fait de grands utilisateurs, injecteurs de cash, mais aussi collecteurs de cash. Donc, tout cet écosystème travaille de concert
pour permettre justement la digitalisation de toute la chaîne de valeur, comme a dit Valentin tout à l'heure. Dès le départ, lorsqu'on alimente un écosystème, il faut l'alimenter en digital, éviter que cet argent ne ressorte sous forme de cash, donc permettre aux gens de régler avec leurs différents outils. Un des points qui me tient à cœur, et qui a été mis en place dans d'autres pays, c'est la pénalisation du cash. Alors au Maroc, on a choisi de pénaliser le cash out, c'est-à-dire de le rendre payant. C'est-à-dire que lorsque vous injectez de l'argent, du cash dans votre wallet ou dans un écosystème de paiement, ça ne coûte rien aux porteurs. Par contre, lorsque vous devez retirer de l'argent, il y a des frais qui sont mis en place. C'est pour éviter justement que l'argent ne ressorte ce que l'on souhaite, c'est que l'argent reste dans ce cercle vertueux et que les gens aillent payer à la fois des factures, transfèrent de l'argent, aillent payer avec leur wallet ou avec leur carte au niveau des commerçants équipés. Donc, tout ça pour dire que c'est pas une histoire que l'on peut gérer tout seul en étant un établissement de paiement et dire que l'on va réussir disons, à développer du cashless dans nos pays. Il faut vraiment que tous les intervenants, tout l'écosystème, que les aides fiscales et les incentives également soient suffisamment visibles pour le commerçant. Il faut savoir que pour un commerçant, a priori, ça ne lui coûte rien d'encaisser en cash. Et pour un porteur de payer en cash, aujourd'hui, la perception que l'on a, c'est que le cash ne coûte pas grand-chose. Par contre, accepter un paiement, ça a un coût, ça peut avoir un coût des frais d'acquisition ou des commissions à payer. Donc, il faut vraiment faire en sorte que les coûts soient les plus faibles possibles pour pousser les commerçants à accepter ces paiements et que l'utilisateur, celui qui va dépenser son argent électronique, ait le sentiment, en tout cas la perception, que ça ne lui coûte pas plus cher que du cash. Si on ne réussit pas à sensibiliser, à éduquer et à faire comprendre aux porteurs que utiliser du paiement en cash est coûteux pour lui, ça ne se voit pas, mais quand vous achetez vous faites des petites transactions en cash chez un détaillant, fatalement, vous allez payer un peu plus cher vos produits. Le coût de la transaction est certainement beaucoup plus cher que si vous allez payer en digital dans un circuit organisé qui propose des prix plus intéressants. Donc, le coût de la transaction pour le porteur est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que le porteur ait le sentiment que payer en digital lui revient moins cher que lorsqu'il s'acquitte d'une transaction en cash. Et donc, pour revenir en fait à l'écosystème, ou en tout cas aux acteurs qui interviennent et qui doivent donc travailler autour de ces sujets-là. Au Maroc, nous avons créé un GIE, donc un groupement d'intérêt économique qui regroupe les banques, les établissements de paiement, avec un rôle d'observateur aussi de la Banque centrale, pour réfléchir justement aux moyens d'accompagner, de sensibiliser, d'éduquer les populations. Donc, il y a des campagnes d'information, des campagnes de communication qui seront mises en place très rapidement, justement, pour pouvoir aller toucher les populations les plus concernées. Et parmi les acteurs qui savent transmettre ces informations, qui savent transmettre, éduquer, participer à l'éducation financière des populations, c'est les institutions de microfinance qui ont une longue expérience dans ces sujets. Et je pense que c'est un des vecteurs, ou en tout cas un des canaux qui pourrait aider à franchir le pas de la digitalisation auprès des populations défavorisées, ou en tout cas dans le monde rural, où la dispersion aussi des populations, la distance pour pouvoir atteindre ces populations, les distances sont importantes. Il y a une problématique d'accès au réseau 4G qui sont en train d'être levés, mais on a encore une fracture numérique assez évidente dans nos pays, qui favorise justement l'usage de l'USSD ou du SMS banking. D'accord, donc il y a un véritable travail collégial qui est en train d'être réalisé. Je crois que quelqu'un veut réagir. Donc, si tu permets, André, juste réagir rapidement sur un point mentionné par Michael qui est très important au sujet donc, du coût ou bien du ressenti par le consommateur.
En fait, si on élargit l'angle vers, disons, un niveau macro, en fait, il y a le coût de la gestion du cash est énorme. Vous savez que le cash, il faut l'imprimer, il faut le sécuriser, il faut le transporter. Il faut parfois donc contracter des primes d'assurance pour se prémunir contre les risques donc, de perte, ainsi de suite. Il y a aussi donc, les coûts de fraude et tout ça. Donc le cash, en fait, il a un coût énorme pour les économies. Vous savez, dans certains pays, ça arrive même à 7 points du PIB. Imaginez une économie qui chaque année investit ou bien enfin, dépense 7% du PIB juste pour gérer le cash. Donc, le cash, c'est coûteux et pour le consommateur, mais peut-être qu'il ne le voit pas, il ne le ressent pas, et aussi et surtout donc, pour les gouvernements. Oui, tout à fait. Il y a une vraie problématique de modèle économique, oui, tout à fait. Oui, quelqu'un voulait réagir ? Oui, alors juste une petite remarque, mais vraiment c'est pour aller à l'extrême. J'ai lu très récemment ce qui se passait, j'ai vu ce qui se passait en Suède. Donc la Suède est allée très très loin dans le cashless où vous ne pouvez plus payer, en cash auprès de nombre de commerces. Je crois que 2% seulement des transactions chez les commerces se font en cash. Et lorsqu'il y a eu la problématique du Covid, les autorités ont imposé aux commerçants de réaccepter le cash. Donc, ils sont peut-être allés un peu trop loin, mais là, vraiment, c'est la grande extrême. Enlever totalement le cash peut être aussi risqué dans des situations de crise ou dans des situations particulières. Mais on en est encore loin. On souhaite arriver un jour au point d'essayer de promouvoir un peu les liaisons de cash. En fait, au Suède, c'était principalement une question de discrimination parce qu'ils se sont dit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas avoir un smartphone, un wallet, et qu'ils le soient en fait, de la Suède, ils ne veulent pas avoir ça. C'est un choix personnel. Donc, on ne peut pas les obliger à ne pas utiliser le cash. Et ça a été, renforcé par cette crise sanitaire où les gens ont dit je n'ai pas accès donc, à la technologie, je veux toujours avoir un peu de cash sur moi pour mes dépenses, disons, quotidiennes. Je voulais ajouter quelque chose, Andrea. Oui, je vous en prie, Valentin. Bon, Samy a parlé du coût au gouvernement, mais pour les banques centrales, c'est terrible en termes de coût de gestion du cash et même de dépenses pour fabriquer le cash. Et dans le cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale, c'est ce qui a motivé un peu une vision pour créer l'interopérabilité. Parce que la vision, c'est pouvoir se départir de la gestion du cash qui prend même au-delà des coûts, des temps de travail et de gestion du personnel très lourd, ceux qui trient les billets, etc. Et les sécurités derrière, vous savez, même pour les commerçants, parce que quand vous recevez en cash, vous êtes... Donc, le coût du cash pour les banques centrales et pour même toute la société est incommensurable. Et je voudrais aussi dire un mot pour rassurer Samy là, sur l'USSD. Et évidemment, parce que développer le cashless en imposant aux gens d'aller chercher des smartphones à combien, 100 € ou 200 €. Non, non, non. Si vous voulez développer le mobile, nous on l'a fait ici, c'est que celui qui a un simple mobile, même de 5 000 francs CFA, puisse aussi accéder par l'USSD au service. Et pourquoi pas, certes, il y a des problèmes de sécurité par le SMS, parce que des gens sont en train de chercher des solutions SMS, évidemment avec un certain codage, pour éviter, pour faire des transferts et pouvoir permettre à tout le monde, et c'est ce que je disais plus haut, quand je disais que les solutions qui sont innovantes ne sont que des solutions qui épousent les moyens, l'environnement, les us et coutumes des gens. Vous n'allez pas lui dire, bon, si vous voulez venir faire le mobile, alors allez d'abord chercher un smartphone. Et non, non, je préfère gérer mon cash. Merci. Il ne faut pas oublier que les populations justement qui sont exclues financièrement, enfin, la première raison qui est citée par ces populations, c'est le manque de moyens justement. C'est le manque de moyens qui fait qu'ils n'accèdent pas aux services financiers ou aux services bancaires parce que les revenus sont irréguliers, parce qu'on est payé à la fin de la semaine en cash et que l'on doit
les dépenser pour payer les dettes que l'on a laissées chez l'épicier ou chez le commerçant du coin. Donc, la problématique des populations défavorisées qui n'ont pas les moyens de laisser, enfin d'abord d'acheter un smartphone, ça c'est clair, mais également de laisser de l'argent sur un wallet pendant plusieurs jours. Donc il y a une réelle problématique de moyens dans nos pays qui ne favorisent pas non plus l'accès à ces technologies qui restent effectivement relativement cher pour les populations défavorisées. A contrario, ce que l'on voit dans nos pays, c'est qu'on a une population qui est très très jeune, qui n'est pas, enfin en tout cas peut-être de manière plus accentuée dans le milieu citadin. Donc, une population qui est majoritairement jeune, qui est, disons, utilisatrice des nouvelles technologies. Quand on regarde les statistiques des ventes de smartphones en Afrique, en tout cas au niveau de l'Afrique du Nord, 80% des ventes de téléphones aujourd'hui sont des smartphones. Et 70% du parc utilisateur aujourd'hui au Maroc est équipé de smartphones. Donc on considère que le Maroc a fait un choix. Certains opérateurs ont choisi de mettre en place l'USSD. Globalement, c'est pas, disons, l'ensemble des opérateurs ne se sont pas lancés dans cette technologie. Ils ont préféré aller vers disons, des solutions digitales sur smartphone. On a aujourd'hui des smartphones qui sont proposés à des prix relativement intéressants. Et pourquoi le smartphone? Parce que, comme l'a dit Samy tout à l'heure, le parcours utilisateur, l'expérience client, le design, l'ergonomie des applications sont extrêmement importantes. Ce n'est pas qu'une question de technologie, il y a aussi disons, un travail à faire sur le parcours client pour permettre et pour donner, disons, une expérience de paiement qui soit la plus lean possible, la plus simple et, disons, la plus sympathique pour l'utilisateur. Donc, l'USSD, oui, pour répondre à certains besoins, mais ce n'est pas forcément la solution d'avenir, en tout cas. Et ça c'est vraiment une position personnelle. Je pense qu'il ne faut pas laisser les populations défavorisées rester sur des solutions SMS ou USSD. Ça pourrait être un boulet justement pour pouvoir passer à autre chose et aller vers des solutions disons, plus simples. Et juste pour faire l'analogie, en France, je vais parler d'un cas que je connais bien, c'est le Minitel. En France, la pénétration d'Internet a été retardée par rapport à l'ensemble des pays étrangers parce que le Minitel était très bien installé. C'était une technologie qui répondait à des besoins, qui marchait formidablement bien et qui répondait à des besoins. Mais lorsqu'il y a eu ce basculement vers Internet, donc la France a pris du retard parce que les gens ne voulaient pas sortir de cette technologie-là et changer pour aller vers autre chose. Donc, il faut être vigilant pour ne pas nous enfermer dans des solutions. Donc, l'USSD, c'est très bien. Ça, je pense que ça a fait son temps. Mais il faut éviter disons, d'enfermer les consommateurs dans des solutions qui sont coûteuses. Hein. L'USSD n'est pas aussi accessible qu'on le croit. L'infrastructure et la sécurité de l'USSD coûtent cher. Les opérateurs telco ne proposent pas cette technologie aux établissements de paiement avec des droits d'accès. Les barrières à l'entrée sont quand même assez importantes, en tout cas ici chez nous au Maroc. Et donc, je pense qu'il faut faire le pari d'aller directement vers des technologies digitales. Ça favorise d'abord l'innovation, ça favorise la mise en place de nouvelles solutions et ça donne justement la latitude de pouvoir faire du QR code, du paiement sans contact. Et ça donne aussi la possibilité aux commerçants d'avoir, au-delà des applications de paiement sur leur smartphone ou sur leur device Android, d'avoir d'autres applications, des applications pour passer commande à leur fournisseur FMCG justement, des applications pour gérer leur stock, etc., etc. Et donc, non, pour Michael, moi, la solution… Moi, j'ai rien contre.
Je n'ai rien contre par rapport à ce point de vue-là. D'ailleurs, ceux qui vont maintenant dans les smartphones tirent d'autres bénéfices. Minimiser les appels voix, parce qu'avec WhatsApp, pour ne pas le citer, ou je ne sais pas quelle autre application, on passe outre les paiements des taxes des appels voix. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas qu'il va falloir rentrer encore vers l'USSD, mais on ne peut pas digitaliser si on ne prend pas en compte l'environnement global. Je fais du smartphone pour toutes ces applications et pour ceux qui veulent bien. 20 ans qui ont des smartphones parce qu'ils appellent ses petits-fils chaque soir gratuitement sur WhatsApp. Donc, ne serait-ce que pour cet usage. Donc, non, je disais seulement que il faut, quand vous voulez amener des gens dans un changement, il faut prendre en compte tout le monde. Si vous ne prenez pas en compte tout le monde, vous allez laisser certains au bord de la route. Et quand on parle d'inclusion financière, c'est ça l'inclusion financière. Tout à fait, oui. Au loin, vers la route. Merci. Tout à fait. Alors, je vous propose de passer à la dernière question parce qu'il y a quand même un sujet que j'aimerais évoquer avec vous et on est pris par le temps, comme vous le savez. C'est le sujet de la monnaie digitale de banque centrale puisque quand on a parlé cashless et Covid-19, on a passé en revue pendant ce débat différentes innovations en lien avec l'actualité, le sans contact, le paiement mobile, l'instant payment et on n'a pas encore parlé de cette innovation, la CBDC pour Central Bank Digital Currency. Donc, la monnaie digitale de banque centrale représente aux yeux de nombreux professionnels le point culminant de la dématérialisation du paiement puisque ce serait donc une monnaie digitale, un e-euro ou une livre sterling dématérialisée. Donc, il y a eu beaucoup de travaux sur ce sujet-là, donc notamment en janvier 2020, une annonce de la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales de différentes régions du monde pour étudier des domaines d'application d'une telle innovation à l'échelle internationale. On a eu des initiatives également un peu plus nationales, comme la Banque de France qui souhaite effectuer des expérimentations sur ce sujet, Bank of England et la Banque nationale néerlandaise, je l'ai cité en introduction. J'aimerais avoir un petit peu votre ressenti sur la façon dont cette innovation est perçue dans le continent africain. Donc, comment est-ce que les acteurs travaillent sur cette innovation? Quels seraient ses apports potentiels en termes d'évolution vers une société cashless? Peut-être Sami Romdan, si vous avez des éléments à partager sur ce sujet. En fait, au sujet donc, de la monnaie digitale, vous savez que la technologie utilisée, c'est toujours le blockchain, en fait, la plateforme, disons, c'est le blockchain. En fait, il y a une prise de conscience depuis plusieurs années maintenant de l'importance d'avoir, en fait, de blockchainer les transactions. Ça peut être des transactions financières ou autres. Il y a même des transactions non financières qui sont maintenant blockchainées, c'est-à-dire utilisant cette technologie pour avoir une meilleure fiabilité des données et une meilleure sécurité des données. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de banques centrales justement qui se sont mises à s'investir dans cette direction-là, mais jusque-là, il n'y a pas, disons, le besoin, disons, n'est pas vraiment identifié de un, de deux, le produit final, ou bien l'output final n'est pas encore identifié. Donc, du coup, on est en train de tester, on est en train de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, disons que la technologie de blockchain a fait ses preuves dans plusieurs domaines, que les bienfaits, on pourrait en tirer beaucoup de bienfaits sévères pour tous les acteurs. Maintenant, quoi en faire exactement et puis pour quels besoins. Juste pour Visa, alors pour nous, en fait, la technologie, on l'a adoptée depuis plusieurs années. On l'a utilisé pour plusieurs produits. Je cite notamment un produit qui s'appelle le B2B Connect, en fait, qui sert à faire des transferts transfrontaliers de grands montants. C'est surtout pour les corporates. On a offert donc, ce produit-là à nos partenaires, donc banques, avec la technologie blockchain. Maintenant, côté banque centrale, c'est-à-dire la question, le sujet, c'est plutôt, je dirais, souverain, parce qu'il s'agit là, parce que le problème principal de la monnaie digitale, c'est cette souveraineté de la banque centrale, souveraineté de l'État. C'est qu'on sent qu'il y a un certain, disons, certaines pertes du contrôle, en quelque sorte, sur la monnaie. Jusqu'à quel degré les banques centrales iraient dans ce sens-là pour
promouvoir une monnaie électronique propre qui serait bien contrôlée et tout, ça, il faut. Ça, donc, c'est la question que je pense il faut un peu de temps pour connaître, disons, la réponse à cette question. C'est un sujet essentiellement politique, en fait, Absolument, et monétaire. Justement. Vous savez, par exemple, si on prend l'exemple de Bitcoin, qui est la cryptocurrency la plus connue par le monde, plusieurs banques centrales ont clairement dit que voilà, et plusieurs gouvernements ont pénalisé carrément l'utilisation du Bitcoin. Que ce soit le fait d'acheter du Bitcoin, le fait d'avoir des provisions en Bitcoin. Il y a même des banques centrales qui sont allées jusqu'à cette limite. Oui. Donc, c'est une question très, très sensible, une question politique. Il faut bien maîtriser la technologie, il faut savoir quoi en faire, c'est-à-dire le besoin, et puis savoir exactement ce serait quoi l'output final, qu'est-ce qu'on va en faire. Très bien, merci Samy. Michael Nassiri, est-ce que vous avez un positionnement à partager sur ce sujet de monnaie digitale de banque centrale? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une évolution naturelle qui va forcément se mettre en place, mais dans les zones qui partagent la même devise, ou en tout cas la même monnaie. Le cas de la zone UEMOA ou CEDEAO ou le franc CFA, enfin en tout cas l'écho maintenant est une des pistes de réflexion pour les échanges entre les pays, donc pour les échanges interbancaires. Je pense que voilà, une monnaie digitale d'échange entre des pays qui partagent la même monnaie peut être intéressante. Au-delà, il y a des problématiques disons de conversion, des problématiques de taux de change qui peuvent se poser. Mais au sein d'une même zone partageant la même monnaie, ça peut être quelque chose d'intéressant qui permettrait de disrupter justement des acteurs internationaux comme SWIFT, et qui aurait un impact considérable aussi sur l'activité de correspondant banking, qui est une activité aujourd'hui qui est très rémunératrice pour les banques dans le cadre des opérations, du financement des opérations d'importation et d'exportation. Donc, ça peut en tout cas changer le paysage interbancaire et changer les modalités d'échange entre les banques. B2B Connect est une solution qui permet justement aux corporates de traiter directement avec leurs fournisseurs. Bien entendu, il faut s'enrôler auprès de sa banque pour pouvoir faire ces opérations-là. Et effectivement, l'activité de correspondant banking est supprimée dans ce processus. Donc voilà, il faut voir est-ce que les banques commerciales vont être intéressées par cette disruption et donc est-ce que ce changement-là va pouvoir leur permettre de créer de la valeur et remplacer ce qu'elles gagnent à travers les activités de correspondant banking. D'accord, merci pour votre réponse. Donc Valentin Mbozo, même question sur la monnaie digitale de banque centrale. Comment vous percevez les choses du côté de la région que vous représentez? Depuis 2 ans, on avait amorcé des études là-dessus de crypto-monnaie, évidemment, il s'agit de crypto-monnaie. Bon, quand on dit Bitcoin, bon, je dirais d'abord que la Banque centrale gère des monnaies par des bases de données. Et vous imaginez ce qui peut se passer lorsque ce sont des bases de données où on veut, en modifiant un seul chiffre, en ajoutant un zéro, on passe du million au milliard, etc. Donc, sur le point de la maîtrise de la masse monétaire par la Banque centrale, il n'y a pas mieux. Parce que la crypto-monnaie, la dématérialisation totale ferait que le gouverneur d'une banque centrale connaîtra à chaque instant quelle est la masse monétaire qui circule, qui fait quoi, quand, où et comment. Et ce serait aussi une vision transversale et très traçable dans les banques. Et même, il y aura des problèmes de sécurité parce qu'on pourrait tracer aussi de l'argent qui est chez des particuliers. Nous nous sommes penchés au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale sur ce sujet avec des études, un petit groupe d'études il y a 2 ans. Bon, mais maintenant, avec
les enjeux en termes de sécurité, de transformation, ce serait un chantier vraiment énorme. Les infrastructures de mise en œuvre, les problèmes juridiques, et le processus de changement à faire. Et surtout aussi la redéfinition des échanges dans la masse en crypto-monnaie. On s'est arrêté un tout petit peu. Mais pour autant, je pense que le sujet est revenu sur la table ces temps derniers. Parce qu'à la date du 15 du mois d'avril, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale a fait un communiqué recommandant instamment l'usage des paiements électroniques à très forte dose. Et d'ailleurs, nous y sommes mobilisés pour dynamiser et intégrer le reste des participants qui puissent, disons, tous qui font dans le paiement dans la région dans ce sens. On a encore recommencé à parler de ça, mais je crois que ce serait mettre un peu, aller beaucoup trop vite. Commençons, l'idée peut-être c'est d'abord de commencer à familiariser les citoyens africains, les populations africaines, à la transition au cashless, comme nous venons de débattre lors de ce débat, qui passe d'abord à cette étape avant de les précipiter à cette autre étape globale. C'est vraiment un sujet prospectif, en quelque voilà, sorte, c'est pas imminent. Nous avons un œil là-dessus. Nous autres, on s'amuse souvent à un peu lire là-dessus et à faire des comparaisons, mais ce serait une mise en œuvre assez complexe pour l'instant. Il y a quelque chose, ce n'est pas des effets de mode quand on veut traiter de tels sujets. Il faut éviter les effets de mode. Il faut vraiment mesurer le degré d'avancement des économies, les besoins qui se posent vraiment à des économies et répondre avec le peu de moyens qu'ont les États en ce moment à ce qui est beaucoup plus immédiat et faisable à moindre coût avant d'engager de tels chantiers iconoclastes. Voilà ce que je dis là-dessus. Merci pour ces réponses, messieurs. Donc, je vous propose de laisser la parole maintenant à nos participants. Donc, j'ai pu relever quelques questions complémentaires aux différentes interrogations que j'ai pu soulever à l'attention de ce débat. Donc, une première question qui me semble tout à fait intéressante et complémentaire, puisqu'on a beaucoup parlé de paiement mobile. Un de nos participants souhaiterait savoir justement quelles sont les technologies qui seraient porteuses dans le contexte de l'avènement du paiement mobile en Afrique. Donc, vous avez cité par exemple le QR code, il y a d'autres technologies qui sont développées par les industriels. Donc, d'après vous, quelles sont les technologies qui sont porteuses pour développer le paiement mobile en Afrique? Bon, je me permets de me lancer. Maquette, vous voulez commencer? Vas-y. Non, vas-y, Samy, vas-y. Très bien. De toute façon, je pense qu'on allait dire la même chose. En fait, pour le paiement mobile, à mon avis, disons, le sous-jacent, ça va être la tokenisation. C'est-à-dire que la technologie de base qui doit être démocratisée, qui doit être disponible pour tous les acteurs, pour tout le monde, c'est la tokenisation. La tokenisation permet deux choses principales. Premièrement, c'est d'assurer cette sécurité dans les transactions, même pour des paiements avec un bracelet, avec mobile, avec n'importe quel support. Et de deux, ça permet aussi de multiplier les use cases aussi. Parce que vous savez, la tokenisation a été initialement présentée au marché comme une alternative, disons, de sécurisation donc, des données de transactions. On a découvert après que les use cases qui sont possibles grâce à la tokenisation sont multiples, y compris le mobile payment. Donc, je pense la technologie qui doit être, disons, dans laquelle on devrait investir pour la rendre disponible sur le marché, c'est la tokenisation. Et après, je pense que ça va être beaucoup plus simple de développer sur ce sous-jacent-là, donc tout ce qu'on veut faire comme application ou bien d'autres supports de paiement. Merci. Michael Nassiri, vous souhaitiez aussi répondre? Oui, la tokenisation est effectivement une des solutions. Alors, par rapport à Samy qui défend la tokenisation d'une carte bancaire et donc de credentials de carte bancaire, moi je défendrais une tokenisation qui adresse différents supports
Donc, la carte bancaire, on peut tokeniser un compte bancaire, on peut tokeniser un wallet, donc un compte de paiement. Et je pense, enfin, en tout cas, côté porteur, côté utilisateur, une application sur un smartphone qui permet à la fois de tokeniser et de digitaliser ma carte qui m'a été donnée par ma banque, de tokeniser aussi mon compte bancaire parce qu'il me permet aussi de réaliser des transactions, notamment des transactions e-gov ou des transactions B2B, et de pouvoir aussi tokeniser mon compte de paiement si je ne suis pas bancarisé. Donc, je peux utiliser mon compte de paiement et tokeniser les credentials et aller payer donc sans contact chez des commerçants. Et pour moi, enfin, en tout cas, la vision que l'on défend au CMI, pour nous, un commerçant devrait être équipé d'un terminal Android qui accepte à la fois des paiements donc, en QR code, qui accepte du paiement NFC par carte, donc il est à la fois EMV, mais également il permet de sortir un QR code sur son écran et d'être scanné par un utilisateur, et qui permet aussi, donc, puisque c'est un terminal Android, d'y mettre des petites applications pour les commerçants. Et je pense que l'avenir, en tout cas en termes d'équipement des commerçants, c'est de pouvoir leur fournir un device qui fait à la fois office de petite caisse, qui gère un stock, qui permet d'accepter des paiements digitaux, donc des paiements de wallet mobile, des paiements EMV, donc carte présente, des paiements avec une carte NFC, et qui permet et qui est bien entendu connecté à Internet, qui permet de passer commande automatiquement à mon livreur, et quand il arrive et qu'il me livre, je confirme la commande. Donc, ce sont des devices intelligents qui ne coûtent pas aussi cher qu'on le croit, qui reviennent aujourd'hui moins cher que les terminaux EMV classiques. Donc, nous, c'est le pari que l'on a fait au CMI. Et donc, aujourd'hui, on déploie des technologies sur les terminaux normaux, sur les terminaux Android, qui permettent justement d'accepter de la carte, du mobile payment en QR code, du mobile payment en NFC, qui permettent d'accepter du Alipay, du WeChat Pay, etc. Et donc, Vous êtes je pense que agnostique en termes de technologie, en quelque sorte. absolument, on doit pouvoir accepter en fait l'ensemble des produits aujourd'hui qui sont sur le marché, sachant que certainement dans 5 ans, il n'en restera qu'un seul. Enfin, il restera peut-être qu'une technologie qui va s'imposer, mais aujourd'hui, personne ne peut présager de la technologie qui va être prééminente et qui va prendre le pas sur le reste. Pour ma part, je pense que le plastique et la carte ont encore de l'avenir devant eux, en tout cas dans les pays comme le Maroc, comme le Kenya, etc. D'abord, alors si on prend l'exemple de M-Pesa qui a signé récemment avec Visa, donc aujourd'hui chez M-Pesa, vous avez votre application mobile, vous pouvez faire du transfert du paiement, etc. Mais vous avez aussi une carte bancaire qui vous donne accès au paiement chez les commerçants équipés de EMV, mais surtout qui vous donne accès aux 36 ou 40 millions de commerçants de par le monde, donc de sites de e-commerce, parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que les consommateurs n'achètent plus sur Internet, sur des sites locaux, ils vont aller acheter sur des sites de prêt-à-porter chinois ou européens ou dans d'autres pays africains. Donc, on a besoin aussi de moyens de paiement qui permettent de payer à l'international. Et aujourd'hui, pour un particulier, la meilleure solution reste quand même la carte bancaire avec des dispositifs sécurisés, avec du 3D Secure, et je pense que voilà, équiper des porteurs et des commerçants pour qu'ils puissent accepter l'ensemble des supports, donc la carte, le wallet mobile, les paiements avec des wallets internationaux, mais également donner aux consommateurs la possibilité de payer dans son pays et aussi à l'international. Donc, si on arrive disons, à réussir toute cette alchimie, on pourra adresser justement la panoplie des besoins de nos populations, qu'elles soient jeunes et tech-oriented ou qu'elles soient, disons, exclues financièrement ou avec des moyens limités. On pourra adresser l'ensemble de ces besoins-là.
Très bien. Alors, une deuxième question qui me semble… Oui, dire quelque chose. Oui, allez-y, Valentin, je vous en prie. À notre participant, je dirais que, bon, moi, je ne parlerai pas en termes de technologie. C'est qu'il y a des règles simples dans les transactions financières électroniques. Il y a l'authentification. Donc, il y a une panoplie de systèmes d'authentification fortes. Et il y a la protection des données qui circulent dans les réseaux de télécom. Il y a les VPN, il y a plusieurs, la cryptographie, etc. Donc, dire que quelles sont les technologies, ce serait très difficile d'en parler une à une de chaque technologie, mais il existe des méthodes. Ce sont des méthodes qui ont été mises en œuvre dans le PCI DSS de la carte. C'est des méthodes, des systèmes d'information, de sécurisation, de transmission des informations dans des canaux de télécommunication, parce que beaucoup de choses peuvent se passer en chemin, et l'authentification. Parce que, bon, s'il faut délivrer de l'argent, il faut savoir à qui on délivre de l'argent. Est-ce que c'est la personne qui doit recevoir cet argent? Donc, la panoplie est vraiment vaste. Et lorsque vous mettez un environnement en place, à l'exemple de ce que nous on a fait dans la zone SMART, et où on a zéro fraude jusqu'aujourd'hui, il faut étudier chaque technologie, les avantages, les désavantages, l'historique de ce qui s'est passé avec cette technologie en matière d'intégrité des traitements et de sécurité des transactions, et vous faites votre choix. Il n'y a pas un must ou bien il n'y a pas meilleure technologie en tant que telle, la meilleure des meilleures, mais lorsque vous faites bien ce marché, vous arrivez à construire un environnement, un système, une plateforme qui est des moyens de télécommunication autour ou des transmissions autour qui tiennent la route pour sécuriser les transactions. Merci voilà pour ce complément. Alors, le deuxième sujet que je souhaitais porter à votre attention et qui a été abordé par l'un de nos participants, c'est le sujet des modèles économiques. On en a un petit peu parlé pendant ce débat. Donc, quid des bonnes pratiques ou des solutions que vous souhaiteriez recommander pour que justement il y ait une incitation pour que les utilisateurs passent à des moyens de paiement digitaux finalement en tout bénéfice sans poids économique, que ce soit du côté de l'utilisateur final ou du côté du commerçant. Est-ce que vous avez des recommandations en termes de modèle économique ou des bonnes pratiques à partager? Qui veut réagir sur ce point? Bon, vous dites, je n'ai pas bien suivi, Andrea. Oui. Alors, en fait, la question des modèles économiques donc, qui a été soulevée par l'un de nos participants, et en l'occurrence, la question, c'est comment inciter le consommateur final à passer à des moyens de paiement digitaux. Quelles seraient vos recommandations en termes de modèles économiques? Quels sont les éléments à prendre en compte pour assurer justement la création de modèles économiques équilibrés? C'est un sujet qui a suscité l'intérêt de nos participants. Tout à fait. Alors, juste aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui est de la monétique, le modèle économique aujourd'hui, il est installé et il permet de rémunérer à la fois l'acquéreur, celui donc qui va équiper le commerçant, de rémunérer les schemes internationaux et les banques qui ont produit la carte. Dans le mobile payment, c'est sensiblement un modèle, disons, similaire qui a été adopté en tout cas pour les paiements et pour l'agrégation de factures. Ce qui est essentiel, c'est que pour le porteur, pour l'utilisateur, ça doit être à moindre coût, sinon gratuit. En tout cas, moi, la position ma position, c'est d'être en tout cas, pour favoriser l'adoption et pour favoriser l'usage, il faut qu'il y ait une période où on va être en phase disons, de recrutement d'utilisateurs pour atteindre une certaine taille critique pour pouvoir extraire de la valeur de ces transactions-là. Donc, je pense qu'un modèle économique rentable aujourd'hui sur le mobile payment, c'est une vue de l'esprit, pour être très, très clair. Les investissements sont quand même importants. Les transactions et le coût des infrastructures est important. Il est supporté aujourd'hui par la communauté et il est également rémunéré à chaque transaction. Enfin, l'infrastructure est payée par chacune des transactions. Il y a un petit chouïa qui est réservé aux switch et aux infrastructures
de paiement. Donc, avoir un business model aujourd'hui de paiement mobile qui soit rentable et qui ne soit pas douloureux pour le porteur, on n'a pas encore trouvé. On se cherche, on voit un peu. Par contre, il y a de la création de valeur qui se fait, qui est de la création de valeur induite, en réduisant l'utilisation de cash. Les banques, le commerçant et les banques centrales vont permettre justement de faire des économies et des réductions de coûts sur ces process-là. Donc, on parle plus disons, de valeur induite ou de création de valeur induite que de valeur directement extraite des transactions de mobile payment. Ce qui favorise également, disons, la promotion d'un business model qui soit le moins douloureux pour le commerçant et le porteur, c'est que lorsque vous avez une population qui est financièrement incluse et qui va utiliser des moyens de paiement, on augmente les nombres de transactions augmentent, le business augmente. Ce sont des choses qui ont été mesurées dans certains pays. Il y a vraiment une augmentation du business et des fréquences de transactions. Donc, ça crée de la valeur, dans les écosystèmes commerciaux. Donc, c'est de la valeur induite et pas de la valeur directe qui est extraite de ces transactions-là. Donc, aujourd'hui, on se cherche tous. Le modèle qui a été choisi au Maroc, en tout cas pour lancer le mobile payment et pour favoriser son adoption, c'est d'être les moins coûteux possible, voire gratuit. Aujourd'hui, on a beaucoup d'opérateurs qui proposent toutes ces transactions gratuites. Depuis la crise sanitaire, toutes les banques qui ont des solutions digitales de paiement de factures à travers leurs applications bancaires les ont rendues gratuites justement pour favoriser, pour éviter que les gens se déplacent en agence bancaire et pour favoriser justement l'usage de ces technologies. Donc, les acteurs qui tournent aujourd'hui autour du mobile payment, en tout cas, je parle du cas du Maroc, les business en tout cas auxquels j'ai pu avoir accès des différents partenaires, j'en ai pas vu un seul qui soit rentable dans les qui sera rentable dans les 5 prochaines années. Donc voilà, on a fait le pari d'investir massivement pendant plusieurs années pour enrôler, équiper, développer de nouveaux services. Et on espère que, donc, avec un maillage de commerçants acceptant suffisamment dense, on pourra, dans 4-5 ans, disons, apprécier une rentabilité de ces opérations-là. Bon, j'ajouterai un point. Oui, Samy, je vous en prie. Rapidement, juste un point sur ce que disait Michael, c'est que le challenge principal maintenant qu'on fait face quand on essaie d'établir un modèle économique, c'est justement la population à laquelle on s'adresse. Maintenant, cette population-là, en fait, dans un monde digital, vous savez, si on veut faire une petite métaphore, dans un monde digital, on est soit migrant, soit natif. Et les natifs, justement, ce sont la génération Z et après, c'est les gens qui sont nés en 95 et après. En fait, cette génération Z, elle est habituée dès sa naissance au gratuit. Que ce soit, comme disait Valentin tout à l'heure, donc le WhatsApp, c'est-à-dire on communique gratuitement, Facebook c'est gratuit, Google c'est gratuit, tous les services sont pratiquement gratuits. Le modèle économique pour leur offrir quoi que ce soit doit s'inscrire dans la même logique, c'est-à-dire que ça doit être soit gratuit, soit donner l'impression que c'est gratuit. Oui. Et donc, Michael parlait tout à l'heure donc, du fait de tirer en quelque sorte les avantages de la data qu'on processe, qu'on analyse. C'est très, très important parce que je pense que c'est ça l'avenir. C'est tout ce qui est intelligence artificielle, c'est tout ce qui est analyse de la data science, plus que générer de revenus directs, comme le cas aujourd'hui des produits classiques, les frais de carte, les frais d'utilisation, les frais de il y a une migration du modèle économique et le principal challenge, c'est justement cette population qui est native digitale et qui, ça va être cette population-là à qui on va s'adresser dans quelques années. D'accord, merci pour ce complément. Andrea, Valentin, oui, allez-y, je vous en prie. Moi, j'ajouterais à tout ce qui a été dit la confiance.
Parce que l'un des problèmes qui se posent, ce qui ruine les paiements électroniques, c'est la confiance de l'utilisateur. Donc, quand on veut penser modèle économique, il faut d'abord longuement réfléchir sur l'intégrité, la sécurité du système qu'on veut bâtir. Et évidemment aussi, un deuxième point qui est très important, est-ce qu'il rencontre le besoin? Quelle est l'influence de la concurrence? Parce que là, maintenant, je prends un exemple. Vous voulez créer un autre opérateur mobile dans un pays qui a 5 millions d'habitants, où il y a déjà 4 opérateurs mobiles, mieux vaut ne pas y aller. Donc maintenant, il y a ces 3 points-là, la confiance, parce que c'est un point fondamental. Des services que vous allez délivrer, les services doivent répondre à un besoin ciblé d'une population et évidemment bien voir ce qu'il en est de la concurrence dans le lieu. J'ajoute un peu ces 3 points-là pour mieux cibler le modèle que on veut bâtir. D'accord, je vous remercie Valentin pour ces compléments. Et donc, comme nous arrivons au terme de ce débat, je me permets de clôturer ici les échanges. Donc, je vous remercie, messieurs, pour vos éclairages. C'était vraiment très intéressant d'échanger avec vous pendant cette heure et demie sur ce sujet d'actualité. Donc, on retiendra que le cashless est un mouvement donc, qui ne doit pas s'analyser sous un angle purement technologique. C'est un mouvement structurel qui doit être recontextualisé dans une évolution sociétale et économique au sein de la région africaine. Il ne faut pas oublier également le fait de développer des approches pragmatiques en prenant en compte différentes réalités terrain, l'appétence bien évidemment des utilisateurs, les nécessaires travaux à réaliser en termes de pédagogie pour assurer une adoption inclusive des nouveaux outils et bien évidemment, vous l'aurez compris en conclusion de ce débat, le sujet des modèles économiques qui est également important. Donc, je vous remercie pour ces échanges. Je tiens également à remercier les participants pour leur attention et également leurs questions, leur dynamisme. Et je cède tout de suite la parole à e-conférence pour le mot de la fin. Donc, merci Andrea. À mon tour, je remercie nos panélistes pour la qualité des échanges. Merci encore une fois à tous les participants. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et de nouveaux intervenants. Et merci encore une fois. Merci à vous. Merci aux participants, merci à e-conférence, merci à Andrea, la modératrice. Merci à Samy. Merci, on se retrouve en septembre pour APID. Voilà. Ah oui, avec on plaisir. espère, en tout cas, on croise les doigts. Avec l'espoir que le Covid ne serait plus là. On espère, en tout cas. Voilà, Michael. À très bientôt. Bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Andrea, tu m'entends? Oui, je suis encore connectée. Les réponses, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions des internautes. Vous allez faire des réponses ou... Alors ça, je ne sais pas, je vais voir avec e-conférence comment ils veulent qu'on organise les choses, mais oui, c'est tout à fait. En tout cas, les retours sont très positifs, hein, c'est ce que je suis en train de j'ai vu, il y a des questions assez pertinentes. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Trouver un moyen de répondre pour ne pas laisser les gens envoyer. Bon, chacun, pour ses disponibilités, pourra en répondre un peu pour éclairer. Oui, tout à fait. Oui, exactement. J'ai centralisé toutes les questions. Je partagerai ça avec vous par mail. Ça marche. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir.